Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, je vais vous parler de No Way Out 2008. Alors, c'est vrai, c'est absolument pas le genre, le style de cette chaîne de parler d'événements du passé, de faire des reviews de PLE du passé. C'est vrai, c'est pas du tout mon genre, c'est pas vraiment ce que j'aime faire globalement. Mais il est vrai que j'ai un souvenir finalement de catch quand j'étais plus jeune. C'est mon premier pay-per-view. Pour ceux qui me suivent depuis un moment maintenant, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai une très mauvaise mémoire. Vraiment, en ce qui concerne le catch, vous me demandez des choses qui s'est passé il y a 1 an, 2 ans, j'ai déjà tout oublié. Mais il est vrai que le premier pay-per-view WWE que j'ai vu, je m'en rappelle. Et ce premier pay-per-view, c'est No Way Out 2008. Je m'en rappelle parce que je l'ai eu en DVD. Et là, on rentre un peu dans le personnel. Donc, je vais vous raconter bien évidemment toute l'histoire, comment j'ai commencé finalement à regarder du catch. C'est plutôt simple. On est période 2010, donc grosse hype du catch à ce moment-là. On a des magazines, on a des DVD un peu partout, la diffusion télé bien évidemment. Et à ce moment-là, l'un de mes potes de l'époque, j'avais 13 ans, était fan de catch, lui déjà. Et pour son anniversaire, je lui ai acheté tout simplement un magazine de catch. Et ce magazine, je l'ai lu. Alors, si je me dis pas de bêtises, ça parlait de Jeff Hardy, voilà, ce magazine-là. Et du coup, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai lu à l'époque. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à essayer de m'intéresser au catch. Et par chance, en allant au Leclerc avec mes parents, voilà, la précision, il y avait des DVD de catch en vente. J'en ai acheté plusieurs, ce qui est quand même très bête, hein, c'est-à-dire que j'étais même pas sûr d'aimer, hein, j'avais rien vu de catch, c'est-à-dire que j'avais même pas vu, j'avais vu que des images, hein, j'avais même pas vu de vidéos ou quoi que ce soit. Hein. Mais j'ai acheté plusieurs DVD, et dans ces premiers DVD, il y avait No Way Out 2008, qui est donc mon premier gros souvenir de fan de catch. No Way Out 2008, que j'ai vu donc en 2010, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je suis devenu un gros fan de catch. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai une très mauvaise mémoire. Mais pour le coup, ce No Way Out 2008, je l'ai en DVD, je l'ai toujours d'ailleurs. Il fonctionne pas totalement, je sais pas ce que j'ai fait avec, mais il y a certains bugs à certains moments, pas trop compris. Mais ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, ça doit faire quelques années maintenant, parce que c'est vrai que j'aimais bien me le remettre de temps à autre. Je l'ai vraiment maté tellement de fois cette période, vraiment 2010-2011, j'ai fait vraiment, j'enchaînais. Je le faisais regarder à mes parents, je le faisais regarder à tout le monde, je voulais le regarder à tout prix à chaque fois. Et du coup, je m'en rappelle vraiment quasiment par cœur. Vraiment par cœur, ce qui est vraiment très rare pour moi de m'en rappeler d'un PLE, d'un pay-per-view par cœur, d'un show par cœur. Vraiment, ça n'arrive jamais. C'est l'un des shows en DVD dont je me rappelle le plus. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur les DVD que j'ai. Il y a SummerSlam 2009, il y a SummerSlam 2008. Peut-être qu'on en reparlera. Mais donc, clairement, je ne vais pas vous faire finalement match par match. Je ne vais pas vous faire un petit résumé match par match, des résumés d'histoire, etc. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans cette vidéo, mais plutôt des souvenirs que j'ai, des gros matchs de ce PLE, des moments importants de ce pay-per-view PLE. Je m'embrouille un peu, je l'avoue, mais on va dire pay-per-view, parce qu'à l'époque c'était toujours des pay-per-view. Mais voilà, je vais pas faire dans le détail pour certains matchs. Il y a certains matchs dont je vais même pas parler, parce que ça m'intéresse pas énormément. Donc voilà, c'est pas une review de No Way Out 2008, je préfère le préciser. Je ne vais donc pas vous parler du premier match de la soirée qui était Chavo Guerrero face à CM Punk. Pas un grand souvenir de ce combat, mais par contre, le deuxième match, le match qui a suivi, ça pour le coup, c'est l'un de mes plus grands souvenirs. Vraiment là, les deux matchs Elimination Chamber de cette soirée, je dirais pas que je me rappelle par cœur de chaque spot, etc. Mais quasiment. Donc dans ce Elimination Chamber qui finalement désignait qui allait avoir sa chance pour le titre poids lourd à WrestleMania, on avait donc Undertaker, Batista, Great Khali, Finlay, MVP et Big Daddy V. C'est un match qui fait 30 minutes. C'était long, mais qu'est-ce que c'était bon. Dans mon souvenir, vraiment, c'était phénoménal. Si je dis pas de bêtises, parce que je n'ai pas revu ce PLE juste tout simplement pour cette vidéo. Non, je le fais qu'avec mes souvenirs. Si je dis pas de bêtises, le match a commencé avec Batista face à Undertaker. Et j'avoue que directement, totalement fan de Batista. Je suis directement devenu un énorme fan de l'animal.
je trouvais incroyable sa puissance, ce qu'il dégageait même en termes de charisme. Il dégageait tellement quelque chose, Batista. Et je crois que ce match s'ouvre avec Batista et Taker. Et d'ailleurs, ils vont se retrouver pour les spots finaux. C'est eux qui vont finalement être les 2 derniers survivants. C'était incroyable. Vraiment, je me rappelle des patates de forain qui se mettaient. Vraiment, c'était 2 poids lourds qui s'en mettaient plein la tête. Et justement, en parlant de poids lourds, dans ce combat, on va en avoir des poids lourds avec Great Khali et Big Daddy V. Great Khali qui... je ne sais pas quoi dire de Great Khali, j'ai jamais aimé, voilà. Mais Big Daddy V qui, lui, pour le coup, bougeait un peu mieux. Mais surtout, était, faut dire le terme, immense, énorme. Voilà, utilisez le terme que vous voulez. Et du coup, ouais, en étant petit, à 13 ans, quand tu vois ce bonhomme tout simplement en action, ça faisait peur. J'avais peur de Big Daddy V parce que franchement, il était impressionnant. Great Khali me faisait pas peur. Bizarrement, j'avais pas vraiment peur de Great Khali, mais Big Daddy V, vraiment... Ouais. Et avec ses atémies en V, là, si je dis pas de bêtises, il était impressionnant. Et dans ce combat, c'est finalement les 2 moments, on va dire, où Batista, Taker sont en danger. C'est quand bah, tu as Big Daddy V et Great Khali qui font leur entrée dans la cage. Et donc, voilà, en tant que big guy, ils font la différence. Et voilà, ça lance une nouvelle perspective à ce combat. Ça lance une nouvelle dynamique. C'était plutôt sympa. Finlay qui était vraiment bon avec une apparition de Hans Vogel qui va lui donner son sceptre. À un moment donné, ça je me rappelle de la petite tête de Hans Vogel qui dépasse du coin du ring. Ça je m'en rappellerai toujours, bien évidemment. Forcément, moi il y a un spot qui m'a marqué dans ce combat. Enfin, il y en a 2. Le spot final et on en reparlera. Mais le spot où MVP va prendre un chokeslam de l'Undertaker du haut de la cage. MVP qui était effrayé de Taker. Vraiment, il avait tellement peur de Taker qui... Eh bien, il est monté sur la cage, tu le vois, il a peur, il recule, mais il recule à tel point qu'il se retrouve en haut de la cage, et Taker va monter sur le coin du ring et lui porter une sorte de chokeslam, enfin, il va plutôt le balancer. C'était impressionnant, vraiment assez impressionnant, et forcément, on parle du dernier spot, toujours l'un des meilleurs spots, toujours l'un de mes spots préférés de l'histoire du catch, vraiment, où Batista, finalement, est en position de... marteau pilon de Tombstone Piledriver, donc la prise de finition de Taker, mais il se fait contrer. Les 2 vont basculer finalement sur la corde et ils vont changer de position avec cette bascule. C'est Taker qui se retrouve en position de Tombstone Piledriver. 1, 2, 3, victoire de Taker. Ouais, ce finish m'a tellement marqué, je l'ai vu tellement de fois. Je trouve incroyable. Vraiment, cette transition entre Batista et Taker est tellement fluide, est tellement bien réalisée. Je veux dire, il n'y a pas de problème dans la manière dont c'est fait. Je trouve ça tellement magnifique. Donc ouais, c'est vraiment le premier match de cette soirée qui m'a vraiment le plus marqué. Et c'est l'un des matchs dans lequel aujourd'hui je me rappelle le plus. Je vous passe le Ric Flair Mr Kennedy. J'en ai pas un grand souvenir, honnêtement. Je vois là sur Wikipédia que le match fait 7 minutes. C'est peut-être pour ça que j'en ai pas un énorme souvenir. Voilà. Mais non, là par contre, le match est très court, mais je m'en rappelle, bizarrement. C'est Edge face à Rey et Mysterio, voilà, avec le titre de champion du monde en jeu. C'est un match qui dure 5 minutes, si je vois sur Wikipédia. Et je m'en rappelle très bien parce que Rey Mysterio était blessé finalement pendant ce combat. Je me rappelle d'une interview juste avant le match, on voit Rey Mysterio qui montre son biceps. Et le biceps a une forme un peu bizarre dans mon souvenir. Il faudrait que je revoie l'image, mais voilà, on nous vend quand même un Rey Mysterio blessé. On nous vendait aussi toute cette histoire avec Vicky Guerrero et Edge. Voilà, le Rey Mysterio qui malencontreusement s'en était pris à Vicky Guerrero. Il y avait Vicky Guerrero qui abusait de son pouvoir avec Edge pour finalement le mettre dans les plus gros combats. Et c'est un match qui est très court parce que Rey Mysterio est blessé. Et si je dis pas de bêtises, je dis beaucoup si je dis pas de bêtises parce que, encore une fois, j'ai pas pris de notes, j'ai rien pris. Je me suis dit, vas-y, fais cette vidéo, j'avais envie de la faire. Le finish, c'est un spear out of nowhere de Edge, je crois, sur un springboard de Rey Mysterio. Est-ce que c'est un springboard ou est-ce qu'il part pour son 619? Je sais plus, mais c'est un spear out of nowhere de Edge qui le découpe en deux. 1, 2, 3, victoire de Edge. J'étais déjà fan de Rey Mysterio, forcément. Quand t'as 12-13 ans, tu vois Rey Mysterio, ce petit homme masqué. T'es obligé de l'aimer. Je veux dire, t'es obligé de l'aimer. Tout simplement, c'est obligé de l'aimer, Rey Mysterio. Donc ouais, c'est un petit match, plutôt court, mais je l'ai quand même pas mal en tête. Et je viens de m'en souvenir, c'est vraiment un petit rafistolage que je fais, mais je viens de m'en souvenir. Il y a toute cette histoire avec le Big Show qui fait son retour après le combat de Rey Mysterio qui est blessé. Et du coup, Big Show, on comprend pas trop ce qu'il fait là.
Vraiment, il y a vraiment une sorte d'incompréhension. Et Big Show va s'en prendre à Rey Mysterio, lui qui faisait son retour, va vraiment le détruire alors qu'il est sur la civière. Et il y a cette histoire du coup avec Floyd Mayweather qui est un ami de Rey Mysterio qui va venir sur le ring, qui va mettre une patate dans le nez de Big Show qui va pisser le sang. Et c'est là que commence l'histoire entre Mayweather et Big Show qui mènera un match à WrestleMania. Mais je viens de m'en souvenir, honnêtement, là je viens de finir de tourner la vidéo, etc. etc. Mais je viens de m'en souvenir maintenant. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine incompréhension, et Ajus d'ailleurs qui commente ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est vrai que voir le Big Show, voir ce géant qui se prend une énorme patate de la part de Floyd, enfin pas qu'une d'ailleurs, je crois qu'il fait un enchaînement de patates dans le nez du Big Show qui va pisser le sang. C'était plutôt marrant et surtout, ouais, vraie incompréhension de voir le Big Show arriver comme ça après le combat. Il y a un moment de flottement et on comprend pas trop ce qui se passe. On passe à Randy Orton qui défend son titre de champion de la WWE face à John Cena, un classique de cette époque-là. Alors moi c'était le premier John Cena, Randy Orton que je voyais, un Randy Orton qui était champion de la WWE. J'ai pas d'énormes souvenirs de ce match en termes de qualité ou quoi que ce soit. Quand t'es petit, c'est pas vraiment la qualité qui t'importe, mais c'est des spots, c'est des moments marquants, c'est les finishes. Là le finish m'a énormément marqué. Alors bien évidemment en 2010 et donc en voyant ce show de 2008, c'est compliqué quand t'es on va dire un préadolescent, un adolescent, pas comment dire ça, 13 ans, mais c'est compliqué d'être derrière Randy Orton, disons. Hein, c'est pas sur ce premier PLE, sur cette première impression de Randy Orton où je suis devenu un fan de Randy Orton. Ça viendra après. Je crois que ça vient presque un an ou deux après, mon côté fanatique de Randy Orton. Mais, ouais, ça dégageait quelque chose déjà. C'est Orton Cena, alors qu'on aime ou on n'aime pas. Hein. Encore une fois, moi c'était la première fois que je voyais ça. Donc si t'en as vu 35, bien évidemment, ça te lasse. Mais moi, il y avait un côté électrique devant ce combat, ce Orton qui était vraiment détesté, Cena qui était adoré. Et comme je le disais, ce finish, je m'en rappelle vraiment par cœur. Ou Orton qui est en totale difficulté. Orton qui, ouais, il voit qu'il est en train d'être dépassé par John Cena, voit qu'il est en train de perdre ce combat. Et bien décide de mettre une claque à l'arbitre. Ça, je m'en rappellerai toujours parce que je connaissais pas totalement les règles. Et bien évidemment, c'était Christophe Ajus et Philippe Chéreau qui commentaient ce combat. Et donc ce PLE, ce pay-per-view, excellent tout au long du show, hein, comme toujours j'ai envie de dire, mais c'était vraiment déjà très très bon à l'époque. Et donc ils expliquent un peu ce qui se passe, hein, le fait que Randy Orton fait exprès de se faire disqualifier en mettant une claque à l'arbitre, comme ça il conserve son titre de champion de la WWE. Ça m'avait marqué, vraiment ça m'avait marqué parce que vraiment à ce moment-là, tu te dis mais Randy Orton est un... Et tu mets n'importe quel gros mot que tu veux derrière, mais vraiment... il est capable de tout pour conserver son titre. Vraiment, la pire vacherie, la pire chose possible, il le fera s'il faut conserver son titre. Ça montre à quel point il est sadique, ça montre à quel point il est obstiné aussi, hein, en quelque sorte. Je crois que Cena, après le match, s'en prend à Orton et même lui porte sa prise de soumission tellement il est énervé. Mais et t'as Ajus d'ailleurs qui bien évidemment était pour le heel, était pour Orton, hein, ça c'est la classique. Et Ajus qui était en mode mais non, ça ne sert à rien Cena, ça sert à rien, tu as déjà perdu ce titre, donc ça ne sert à rien de s'en prendre à Orton. Mais ouais, c'est un vrai souvenir, c'est mon premier souvenir de John Cena, Randy Orton. Il y en a d'autres ensuite qui vont suivre et peut-être que je préserverai ça pour d'autres vidéos si je parle d'autres DVD. Si ça vous intéresse, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et à vous abonner. Très important le pouce vers le haut, les gars, et les commentaires pour les recommandations. Donc n'hésitez pas. Mais ouais, c'était mon premier vrai souvenir, mon premier moment marquant avec Randy Orton. Et le main event, le deuxième Elimination Chamber match, où on peut y voir donc Triple H, Umaga, Shawn Michaels, Chris Jericho, JBL et Jeff Hardy. Alors déjà la line-up est quand même assez légendaire quand t'as Jeff Hardy, Chris Jericho, Michaels, Triple H. C'est quand même du très lourd. Et d'ailleurs, le combat débute avec Michaels, Jericho, je crois. Je crois que ça m'avait marqué parce que justement c'était la première fois que je voyais du catch aussi technique. Et les deux font une masterclass au sol, etc. Même techniquement. Et je crois qu'il se retrouve même à plusieurs reprises dans le match après, et ça devient plus violent avec un Michaels qui va pisser le sang à un moment donné, je crois. Vraiment, c'est des souvenirs peut-être vagues, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, c'est possible, mais c'est vraiment qu'avec mes souvenirs. Mais oui, je me rappelle vraiment de ce début de combat très technique entre Michaels et Jericho. C'était vraiment fabuleux à voir. Et un peu comme pour le premier match, on a les hommes un peu plus costauds qui vont venir par la suite, avec surtout Umaga qui va faire des dégâts immenses derrière, qui va détruire tout le monde. Je crois qu'à un moment donné, il va détruire l'un des plexiglas d'une des cages. Vraiment, il va,
je crois qu'il va vouloir son coup de fesse, il va tout casser, il va tout péter. Je me rappelle un peu de ça. Bien évidemment, le gros spot de ce combat, c'est la Swanton Bomb de Jeff Hardy du haut de la cage. Forcément, le spot marquant, il est tout en haut, il a quasiment pas d'espace pour porter sa Swanton Bomb, il est quasiment accroupi tellement il n'y a pas d'espace, et il arrive à porter sa Swanton tellement dangereux, ça doit tellement faire mal, enfin, c'est du Jeff Hardy dans le texte, et t'es obligé d'être fan de Jeff Hardy à ce moment-là. Je veux dire, quand tu vois cet homme-là qui est apprécié par tout le monde, dès qu'il fait quelque chose, le public hurle, vraiment, c'est assez incroyable. T'es obligé d'être fan de Jeff Hardy à ce moment-là. Vraiment, et jusqu'à la fin du match, je suis fan de Jeff Hardy. Jusqu'à la fin du match, je crois à une victoire de Jeff Hardy. Jeff Hardy qui, je dis pas... Oui, bah oui, Jeff Hardy termine avec Triple H. On se retrouve avec les deux là. Triple H qui est, on va dire, le favori, entre guillemets. C'est lui qui a déjà été champion du monde. C'est là aussi l'un des favoris des fans. Mais c'est l'un des gros favoris. Et je m'en rappelle parce que eh bien, Triple H va remporter ce combat, va battre Jeff Hardy. J'étais bien dégoûté et surtout je m'en rappelle parce que je ne sais pas si ça vous arrive, si ça vous est déjà arrivé quand vous étiez petit, que ce soit pour des DVD, pour des films, des cassettes même. Vous savez, quand un moment se passe et finalement vous revoyez ce film une deuxième fois, ce dessin animé, moi par exemple c'était la même chose pour Le Roi Lion, c'est vraiment une vidéo où je me confie. Eh bien vous savez, à ce moment tu dis, tu as déjà vu ce qui s'est passé mais tu dis non, ça va pas se reproduire. Je veux pas que ça se reproduise. Bon, pour Le Roi Lion, c'est pas un spoiler, mais voilà, c'est sur la mort de Mufasa, où à chaque fois que je remettais la cassette, je me dis non, cette fois-ci, il va pas mourir. Et ben là, j'avais un peu la même chose. J'avais vraiment la même chose avec finalement Jeff Hardy face à Triple H en finale, où je me disais non, Jeff Hardy va gagner cette fois-ci. Jeff Hardy va gagner cette fois-ci. Bon, ça n'arrivait jamais, bien évidemment, mais voilà. Peut-être que j'étais un peu bête, parce que j'avais déjà 13 ans, j'étais déjà peut-être un peu bête, je sais pas, mais en tout cas, j'avais quand même espoir que Jeff Hardy l'emporte à chaque fois. Mais ouais, je me rappelle bien de cette fin de match. J'ai moins de détails sur finalement le déroulé de ce combat que pour le premier Elimination Chamber. Il m'a peut-être un peu moins marqué, mais le finish, je me rappelle bien, il m'a vraiment bien marqué. Bref, j'espère que ce type de vidéo eh bien, vous plaît. Ça change un peu d'habitude. On est souvent sur des vidéos qui parlent d'actualité, qui parlent même de futur. Là, pour une fois, on revient sur quelque chose du passé. Alors, comme je l'ai dit, je ne ferai pas de review de pay-per-view de passé, c'est pas ça qui m'intéresse, mais plutôt mes souvenirs, ce que je me rappelle, dont je me souviens par rapport à des choses que j'ai pu vivre à ce moment-là, voilà, plutôt par rapport à des DVD, on va dire, des choses qui m'ont réellement marqué. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse vraiment ce type de format-là, parce que honnêtement, je peux faire vraiment une série de vidéos sur ça, parce que j'ai quelques souvenirs sur quelques DVD que j'ai, j'en ai encore vraiment pas mal des DVD que j'ai vus à cette époque-là, sur des PLE qui m'ont plutôt marqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous a plu, et aussi, quel est votre premier souvenir de catch, surtout? Quelle est la première fois que vous avez regardé du catch? Moi, c'était directement un DVD, mais je sais que certains, ça va être peut-être même des vidéos, hein, peut-être pour certains qui ont découvert avec YouTube, ça c'est possible, mais voilà, peut-être avec des cassettes ou autres, ou même à des diffusions télé. Donc dites-moi en commentaire, quel est votre premier rapport avec le catch. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!